Si vous le voulez bien, on va commencer la séance des questions et réponses. Et je vais commencer par une question pour Lucas Ravo. Il y a une question qui demande quelle place des maisons sport santé dans le parcours des personnes avec paralysie cérébrale et pourquoi s'intéresser qu'aux enfants. Ces derniers vont devenir aussi des adultes. Il y a une question qui est un petit peu redondante par rapport à cela aussi, d'une jeune adulte PC qui dit « Je suis ravie d'entendre ces progrès pour les enfants et les générations futures. Je rejoins néanmoins la question de monsieur. Quels sont les projets en cours pour les adultes PC ?» Peut-être aussi Sylvain prendra la parole en deuxième temps. Lucas, on ne vous entend pas. C'est bon? C'est bon. Voilà, Pardon. ça y est. Il C'est bon. fallait que je pouvais pas réactiver mon micro, pardon. Alors, pour la question des maisons de santé, je sais pas, il y a plusieurs profils de maisons de santé, maisons pluriprofessionnelles qui vont, prendre en charge, donc au sein de d'une même structure, donc comme on peut voir les CAMS pour les jeunes enfants jusque 6 ans, donc où les enfants vont suivre plusieurs professionnels au sein de la même structure et donc là, c'est un cas particulier et où ça va être une prise en charge presque interprofessionnelle qui va pouvoir être coordonnée vraiment, disons, de manière rêvée, on pourrait imaginer. Donc là, c'est le cas pour certains enfants entre 1 et 6 ans. Après, il y a les maisons de santé peuvent être intéressantes, disons, sont intéressantes quoi qu'il arrive, mais sont de différents profils avec des professionnels qui vont pouvoir. Vous pourrez emmener votre enfant uniquement voir le médecin dans cette maison de santé et voir un kinésithérapeute en dehors. Donc là, la prise en charge est pluriprofessionnelle et ça va demander une mise en contact entre les deux professionnels en dehors de cette maison. Ouais, c'est un peu complexe à répondre pour cette question. Ça va être très dépendant d'une maison à l'autre. En ce qui concerne il y a de plus en plus d'initiatives qui se font entre médecins, je sais déjà, maintenant entre kinésithérapeutes qui créent des cabinets de groupe et maintenant de plus en plus en rééducation et avec des médecins pour justement essayer de mettre en commun nos différentes compétences et évaluations. Il ne faut pas hésiter à se renseigner régulièrement sur les offres qui existent dans les départements sur ces maisons de santé, parce que c'est vrai qu'elles fleurissent un peu à droite, à gauche. Après, pour ce qui concerne les adultes, bah, oui, c'est vrai. Pour le coup, c'était un parti pris à prendre dans le sens où, en recherche, on a toujours énormément de questions et on est toujours, il faut faire un choix à un moment parce qu'à vouloir tout étudier, on risque de ne plus rien pouvoir conclure. Donc, c'est vrai que les enfants sont déjà, la recherche s'intéresse déjà beaucoup aux enfants et probablement du fait que la plasticité cérébrale dont vous avez déjà entendu parler, mais le fait que le cerveau, lorsqu'on est très jeune, a des capacités d'adaptation, disons, décuplées par rapport au mien déjà à 25 ans. Et donc, en fait, c'est pourquoi Sylvain Brochard s'intéresse, par exemple, et son équipe aux enfants avant l'âge de 4 ans, car c'est la phase où les capacités d'adaptation sont les plus importantes. Et il est vrai que ça n'empêche pas de s'intéresser aux adultes, justement, pour ces phases de transition entre l'enfance et la petite enfance, disons, et l'âge scolaire et l'adolescence, le collège. Pour les projets qui existent, je n'ai pas fait de recherche particulière sur cette tranche d'âge. J'ai vu que des études existaient et ont été réalisées par l'équipe de Sylvain Brochard en Bretagne, justement sur ces parcours de soins au fil des années et qui sont assez transversales pour le coup entre
la petite enfance et l'âge adulte. Après, on a été contraints, nous, à l'échelle départementale, enfin, on a été contraints. On a eu la chance de bénéficier d'un registre, on appelle ça un registre basé sur une population, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont une paralysie cérébrale en Isère et Savoie sont enregistrés qui sont enregistrés au sein des maisons de l'autonomie et du handicap, sont enregistrés par un observatoire qui est le REOP, et qui permet de bénéficier donc de toutes les informations relatives à ces enfants. Et Pardon. oui, pardon. Merci Lucas, si ça ne vous dérange pas, on va Ouais, juste désolé, avancer un peu. Je ne vous sais pas avez si raison. Sylvain voulait rajouter quelque chose par rapport à ça, non? Non, Non. disons que pour faire court, cet observatoire, le registre du handicap en Isère, permet d'avoir des données pour les enfants et donc permet de faire des études qui sont de meilleure qualité, qui sont de bonne qualité, mais malheureusement ne nous permettaient pas d'avoir ces mêmes données pour les adultes. Et donc, malgré le besoin, on a dû prendre le parti pris de conserver cet intérêt pour les enfants. Désolé pour le... Non, mais merci beaucoup Lucas. Alors, une autre question qui est, peut-on envisager un stage pour un enfant qui a une paralysie bilatérale en supplément d'une prise en charge en centre de rééducation 3 demi-journées par semaine? Peut-être plus Sylvain. Oui, Non, je je pense sais. que c'est plus Sylvain. Alors, Maison Sport Santé, pour aller à la dernière question, moi je pense que vous avez tout intérêt à aller toquer à Maison Sport Santé, surtout si vous êtes adulte avec une paralysie cérébrale, parce qu'il faut faire entendre la cause des personnes avec paralysie cérébrale auprès des Maisons Sport Santé. Il y en a une par département, une par grosse ville. Clairement, il y a des labels pour lesquels je crois connaître la personne qui a posé la question. Et je pense que vraiment, ça doit avoir lieu dans toutes les villes. Donc, allez toquer Maison Sport Santé pour avoir du sport pour les adultes avec une paralysie cérébrale, ça me paraît important. La deuxième question, peut-on... Alors, il faut... Dans le discours c'était super le témoignage de Maud, merci beaucoup. Et il ne faut pas entendre dans le témoignage de Maud l'opposition entre une thérapie en continu et une thérapie intensive. Nous, en tout cas, quand on y réfléchit, on ne réfléchit pas du tout comme ça. Il y a des choses au sein d'un CESAS, par exemple, qui vont avoir lieu à l'école, qui vont avoir lieu dans le lieu de vie, qui ne seront jamais remplacées par la thérapie utile. Et donc ça, c'est vraiment des actions que je dis à l'année. On a des actions à mener à l'année. Et on a des thérapies à mener à l'année. Des propositions concrètes qui aident les enfants et les familles. D'un autre côté, on a ces thérapies qui arrivent et qui sont des thérapies intensives qui effectivement donnent la capacité de faire des choses qu'avant on n'était pas capable de faire. Donc aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si des enfants qui ont déjà de la rééducation, il faut faire en plus. Moi, je pense que concrètement, il faudra qu'on travaille sur qu'est-ce qui est du travail hebdomadaire, mensuel, annuel, et qu'est-ce qui est un travail qu'on doit faire sur 15 jours en intensif. Et vous avez compris comment ça fonctionne. C'est des objectifs. Donc la bonne question, c'est quel objectif du quotidien je n'arrive pas à faire et que je pourrais travailler pendant 15 jours et pour lequel un kinésithérapeute qui connaît bien Habitile me dit je serais capable de le faire dans 15 jours. C'est là où c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la question, elle ne se formule pas de j'ai déjà 3 séances de kiné, est-ce qu'il faut que je fasse Habitile? Probablement qu'Habitile va vous apporter quelque chose sur des objectifs que vous déterminez au quotidien. Et c'est vraiment la clé, c'est ça. Et dans le témoignage, je trouve, de Maud, que je me permets d'appeler Maud, c'était vraiment très concret et c'est exactement ça. C'est ce concret-là qu'on vise pendant Habitile. Et ce n'est pas forcément le même qu'on va viser pendant l'année quand on est en CESAD, dans 15 jours. Donc la réponse est oui. Merci Sylvain. Alors, une question qu'on a reçue en amont sur Facebook, je vous la lis. Nous sommes en recherche de diagnostic depuis plus de 3 ans. Au bout de 3 ans d'examen, la neuropédiatre remet en question les causes de ces lésions, AVC du fœtus, qui ont pourtant été annoncées par d'autres spécialistes. Pour certains, il semble important de connaître son étiologie et pour d'autres, peu importe, il faut se concentrer sur les conséquences.
Comment s'y retrouver lorsque l'on remet en cause tout ce qui nous a été dit depuis 3 ans et que l'on repart sur des doutes? N'existe-t-il pas en France un centre qui propose une prise en charge globale des enfants présentant une paralysie cérébrale? Mon fils est suivi par neuropédiatre, neurochirurgien, chirurgien ortho, MPR et maintenant neuro-ophtalmo aux 4 coins de la France. Il n'y a aucune coordination entre chaque discipline alors que tous les symptômes et conséquences sont liés. Est-ce que l'un d'entre vous, Sylvain, il faut redonner la parole à Sylvain, il s'est mis sur silencieux, mais voilà. Merci. Alors, sûrement que Lucas aura son mot à dire. Si. Là, on parle de parcours. Aussi. On parle de parcours, hein. On parle de parcours. Donc, je suis toujours désolé d'entendre des témoignages comme celui-là. Et madame, je pense que c'est une maman, n'est sûrement pas la seule dans cette situation-là. Donc, non, il n'existe pas de centre de référence paralysie cérébrale. Aujourd'hui, il existe de centres de référence maladies rares pour plein de maladies rares. Et il y a beaucoup d'argent donné par les ministères pour mais ça n'existe pas en France. Pourquoi? Parce que la paralysie cérébrale est fréquente et que les centres de référence, c'est les centres de référence maladies rares. Ce que vous voyez, qu'on appelle centres de référence en CHU, etc. C'est des... Et donc, la paralysie cérébrale, je pense qu'Alain en parlera bien aussi, elle se retrouve au milieu, elle est trop fréquente pour être maladie rare et elle n'est pas assez fréquente pour avoir un plan comme l'autisme, par exemple. En tout cas, elle n'est pas assez prise en compte, on va dire, pour avoir un plan comme l'autisme. Donc, il y a un gros lobby. Il y a un lobby probablement pour... Enfin, il faut qu'on organise un lobby. On organise un lobby pour probablement aller vers des centres de référence un jour, parce que la paralysie cérébrale, c'est une somme de maladies rares. Donc, on devrait y arriver. Ça, c'est du futur. Hein. Je suis désolé pour madame, il n'y aura pas de réponse concrète. Hein. Le futur est à construire. Et puis de l'autre côté, une fois qu'on aura les centres de référence maladies rares, il faudra un plan et une stratégie nationale pour la paralysie cérébrale. Et donc, la Fondation est déjà effectivement dessus. Et je pense que c'est clé. C'est la suite aussi. Et donc, on est dans la paralysie cérébrale, on est en train de construire. Voilà. Clairement. Lucas, peut-être. Merci, Sylvain. On a des petits problèmes de piratage, j'en suis désolée. Ça fait partie des aléas des conférences Zoom, malheureusement. Mais on va continuer tranquillement à se poser les questions qui arrivent sur notre conférence. Alors, on a une question qui... Pardon, excusez-moi, du coup, j'ai été un peu perturbée. Une personne qui dit « Ma fille doit participer au stage d'Angers. En termes d'objectifs, est-ce possible de viser des progrès en termes de motricité globale pour les enfants non marchands ou faut-il plutôt envisager des progrès en termes de motricité fine ?» Il n'a toujours pas le... C'est Sylvain. C'est bon. Les deux. Sylvain. Les deux, objectifs fonctionnels, et on travaille les objectifs fonctionnels. Donc, si c'est marcher à 10 pas, c'est marcher à 10 pas. Si c'est attraper un objet comme un trombone, c'est attraper un objet comme un trombone. Les deux. Merci. Une autre question qui demande, on peut faire le parallèle avec la méthode de rééducation alternative appelée éducation conductrice, où on travaille l'autonomie conductive, où on travaille l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Des centres en France proposent cette méthode. Alors, ne connaissant pas ce qui est contenu dedans, je peux pas vous dire si c'est l'objectif de la vie quotidienne, que c'est intensif, qu'on ne touche pas les enfants pour guider le mouvement, que c'est fun et que ça se déroule sur une quinzaine de jours, oui. Sinon, non, ça ne ressemble pas. Merci. Est-ce que tu peux donner... Non, tu ne peux pas, il faut que tu... Je suis désolée, il y a Céline qui voudrait prendre la parole, mais comme il est à côté de moi, ça va faire un écho. Donc, il va retourner dans son bureau et on pourra lui donner la parole dans un second temps. Et en attendant, j'ai une question qui est, a-t-on un recul sur la fréquence nécessaire de ce type de stage et du développement moteur et orthopédique selon la croissance des enfants? Partage de son...
Oui, je voulais rebondir sur la question de l'adulte et puis la question au fond à laquelle a répondu Sylvain sur la place de la paralysie cérébrale dans ce mouvement. Je pense qu'il y a deux choses très simples. La première, c'est que l'adulte, c'est autant un sujet pour nous que l'enfant. Mais on ne peut faire les choses que à la mesure de nos moyens. Et donc, effectivement, c'est à notre agenda, c'est des projets qu'on voudrait pouvoir aborder en lançant de nouveaux appels à projets. Donc, il faut se mobiliser pour avoir des ressources. Il faut qu'on ait effectivement des gens qui participent à September. Il faut qu'on arrive à sensibiliser les pouvoirs publics aussi pour qu'il y ait des appels à projets. Dans ce domaine-là, il n'y en a pas assez. Il faut qu'on trouve des donateurs et il faut qu'on donne de la voix. Je veux dire, la réponse de Sylvain pour dire il y a les maladies rares pour lesquelles on fait quelque chose, puis il y a les maladies très fréquentes pour lesquelles on ferait des politiques, puis nous, on serait entre les deux. Ben, eux, et les adultes ont toute leur vie à passer avec la paralysie cérébrale. Donc, c'est pas audible qu'on ne s'engage pas dans une stratégie précise. C'est pas audible que des gens fassent les parcours qui sont évoqués en ayant des centres aux quatre coins de la France et beaucoup de personnes qui ne trouvent pas près de chez eux des compétences dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser, nous, pour avoir les moyens de faire quelque chose, parce que plus on propose, plus on agit, plus on a de chances de faire vivre le mouvement. Et il faut aussi donner de la voix pour dire on a une question, et c'est pour ça que nous, on a nos groupes de travail pour sortir ce livre blanc, et avec vous, demander des solutions précises et une action nouvelle sur la paralysie cérébrale. Je Merci n'entends pas Alain. Clara, mais voilà. Merci, ça y est, c'est bon. Tu peux rajouter Sylvain, s'il te plaît. Et merci. Alors, je n'ai pas retrouvé. Si ma question d'avant, c'était a-t-on un recul sur la fréquence nécessaire de ce type de stage et du développement moteur et orthopédique selon la croissance des enfants? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais répondre pas tout à fait à la question, qui est une très bonne question. Donc, on a assez peu de recul. Ce qu'on sait, c'est que plus on donne de mouvements et de capacités, et moins, effectivement, on a de la sédentarité et une dégradation musculo-squelettique et fonctionnelle. Donc, rendre capable tôt, probablement que ça améliore et ça diminue la dégradation orthopédique. Je pense, voilà. J'en ai pas la preuve aujourd'hui. On pense tous que c'est le cas. Et est-ce que si on refait, c'est-à-dire la fréquence, donc là, il y a une preuve qu'effectivement, on peut recommencer les stages intensifs, que ce soit la contrainte induite, la thérapie binuelle Habit ou Habit Heal, qui inclut les membres inférieurs. On a la preuve aujourd'hui que si on répète, on continue d'améliorer sur d'autres objectifs. On continue d'améliorer sur d'autres objectifs. Donc, vous voyez, vraiment, la clé, ce n'est pas la thérapie. La clé, c'est vraiment qu'est-ce qu'on décide de cibler. Quel objectif on décide de cibler dans le quotidien. C'est vraiment ça, la clé, en fait. Et donc, on peut recommencer 2, 3 fois, 4. Probablement adulte, mais aujourd'hui, on n'a pas la preuve. Merci Sylvain. Une question pour Lucas, je pense. Quelle est la place de l'ergothérapie dans la prise en charge précoce? Est-ce que vous voulez répondre à ça, Lucas? Je note, je vais juste rebondir sur ce que disait Sylvain, ergo précoce, sur le fait que les objectifs établis a priori sont extrêmement importants, à la fois donc sur ces stages intensifs, mais à la fois dans les prises en charge globales, et que justement, lorsqu'on entendait la question avec la multiplicité des intervenants et des professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux qui sont impliqués, une coordination est, disons, nécessaire, complexe à mettre en œuvre, mais complexe ne veut pas dire impossible, et l'échange avec les différents professionnels, avec éventuellement un médecin soit généraliste, si vous en avez un, soit identifié, ou essayer d'échanger sur cette question du professionnel, du seul professionnel qui centralise, qui a un point de vue global sur votre prise en charge, et qui permettrait justement en qui vous avez confiance et qui
qui peut contacter, qui a le temps, qui a la mission de contacter ces différents professionnels et de rythmer la prise en charge. C'est crucial. Donc, je pense au kiné, parce que le kiné, chacun de vos enfants a déjà vu un kiné. Et je pense qu'on est encore trop en bout de chaîne en tant que rééducateur, et il faut leur demander de contacter en aval quel médecin a prescrit, pourquoi, demander des précisions, réorienter. Donc voilà, je finis sur la question précédente. Et pour l'ergothérapie précoce, j'aurais tendance à dire que cela va dépendre de l'ergothérapeute, de la prise en charge de votre enfant, si il est en structure ou si c'est un ergothérapeute en libéral. Ce qui est important encore, c'est à la limite, probablement, si votre enfant a de l'ergothérapie, il aura aussi de la kinésithérapie. Et le rôle de l'ergothérapeute, autant que de kinésithérapeute, c'est de ne pas faire la même chose et d'œuvrer pour un même objectif. Donc, certains diront que l'ergothérapeute sera plus sur le membre supérieur, sur la fonction fine, sur l'aspect de tâches de la vie quotidienne, alors que le kinésithérapeute sera plus global sur la déambulation, mais c'est une vision parmi tant d'autres. On peut imaginer que l'ergothérapeute sera plus sur le positionnement, sur la position assise au fauteuil à l'école. Donc, le plus important, c'est l'échange entre les professionnels, éviter de faire les mêmes choses. Et donc, n'hésitez pas à aller voir votre kinésithérapeute, aller voir votre ergothérapeute et lui dire, contactez ce professionnel-là, demandez-lui, parce que c'est pas vous êtes un relais, mais l'échange direct est toujours, j'allais dire préférable, est toujours nécessaire. Merci beaucoup, Lucas, de nous envoyer vos coordonnées si vous souhaitez continuer à recevoir des nouvelles de la Fondation Paralysie Cérébrale. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première conférence. On espère que la prochaine fois, on sera mieux protégé pour ne pas avoir ce genre de choses. Donc, merci encore. Vous trouverez le mail secrétariat@fondationparalysicérébrale.org sur le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et merci aux intervenants d'avoir participé ce soir. Merci d'avoir témoigné. Et on est très content d'avoir réussi cette soirée avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.